Ah, Donc, un autre parfait. questionnaire. Un autre Il n'y a que ça ce questionnaire. soir, hein, préparez-vous. Voilà, vous ne savez pas où vous avez mis les pieds. Alors, Non, vous en faites pas cette fois-ci, c'est pour nous parler un peu de vous. ça arrive. Voilà, Voilà, un petit caout pour bien commencer. c'est ça. Donc vous connaissez le principe, je vous incite à prendre votre téléphone. Mm. Vous pouvez soit aller directement dans votre navigateur, donc pas besoin de télécharger l'application. Vous allez directement sur kahoot.it. Et quand vous êtes sur kahoot.it, vous avez normalement un endroit pour entrer le code PIN. Accessoirement, il pourrait vous demander votre adresse email. Mm. 6, 7, 8, Mm. Vous pouvez voir qu'il y a un vrai travail sur la musique de fond. Voilà. On est très loin. 8. Encore 2 personnes. 2, 1 et 2. Allez, On on est va bien. démarrer. Attention, hein. 1 minute pour répondre. Ce n'est pas une question piège. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, On a 2, ça va. On a 4 au top et plutôt 7 bien. eh ben, Ok, c'est bien. la grève ne vous a pas découragé. Hein. Ah oui. C'est peut-être lié au final. Les plus motivés sont là. Mais qui êtes-vous? Il y a de la réflexion quand même. Il y a un petit temps de délai. Il y a des gens qui hésitent quand Il y même a sur des- leur, il y a des- sur leur métier. Je pensais pas que ça allait être une question piège. Et en plus, je crois que vous avez le droit de faire plusieurs. Ok, Ah. super équilibré. On a quand même 6 côté produit, un petit peu logique. Yeah. Les Product Lovers sont là. 2 tech, 2 facilitateurs, 2 tout ce qui est commercial, recrutement RH et 2 autres. Moi, je serais très très curieuse de vous demander, c'est quoi le autre? Alors, qui es-tu? Je fais tout ici. Ok. Je suis architecte d'entreprise. Ok, ça marche, je comprends. Eh ben merci. Hop, j'ai... Ouh, Ouais. ma souris qui fait des siennes. Allons-y. Comment ça va en ce moment dans votre job, dans votre mission, dans votre quotidien finalement? Côté produit. Ça souffle. C'est dur, c'est Il y a dur. de l'émotionnel. C'est et une dur. charge émotionnelle lourde. Bonjour. Ça Ah, va, ça peut s'améliorer. Et il y en a un, c'est la catastrophe. ok, Trop insatisfaisant quand même. ok. Et un au top. Pas mal. Ok, Ça va globalement bien. ça va plutôt pas trop mal. Donc on va pas leur Il y a apprendre quand même grand-chose, hein, 4. Elisabeth. Il y a quand même 4 qui sont plutôt insatisfaits. Mm. Ce qui est un bon pourcentage. Et finalement, Dernière ça question. va nous permettre de mieux nous adresser à vous. Pourquoi êtes-vous là?
Bonjour. Ah, il y avait 14 personnes. C'est 14, c'est 13. Dernière personne qui rassemble ses pensées. Vous avez le droit de dire je ne sais pas. Hein. Il y a encore de la place sur Oui, les il y a encore de la estrades. place. Il y a encore de la Derrière, place aussi. derrière toi, Sur les chaises aussi. ouais. Ok. Bon, on va passer. Très Ah, les réponses 13, envoyées. ok. On va afficher les réponses. Ah, pour les Oh là là. la meilleure Oh là réponse. là, merci. Curiosité, apprendre, soutenir et curieuse, un peu de veille, voir des Lyonnais. Les sujets vous intéressent. D'autres inputs sur le disco et le no-code. D'accord, Ok. donc ça veut dire qu'il y a déjà des inputs. On va voir si on peut rivaliser avec ces inputs. Ah, ça, ou compléter. Un souhait de projet de start-up. Ah, Super. Ok, bah, super. Écoutez, pas mal. merci beaucoup pour ces réponses. Ça nous aide vraiment à nous projeter pour vous parler tout simplement pendant cette soirée. C'est un seul meet-up, une soirée, mais c'est 2 conférences au final. Donc un par Victorien qui va plus vous parler d'un point de vue stratégique et no-code. Et ensuite, moi, je vais arriver derrière avec une vision plus opérationnelle et plus centrée sur la discovery. Donc on va tenir dans les 30-40 minutes. Par talk. Voilà, par talk avec des questions-réponses. Et surtout, après une récompense, on ira au rooftop manger une petite part de pizza et boire une petite bière pour continuer les discussions. C'est ça. Et nous récompenser de cet effort qu'on fait. Ok, donc je vais laisser la parole à Victorien. Donc oui, comme Elisabeth vous disait, moi je vais vous parler finalement d'une discovery stratégique et de comment le no-code peut vous aider dans cette activité. Alors qui je suis? Alors moi je m'appelle Victorien Chouankam, je suis chez IPAN depuis 2 ans et demi maintenant. Je suis project manager et designer. Mes passions dans la vie, elles sont là. Voilà, professionnellement parlant, j'entends. Je m'intéresse beaucoup aux produits sous toutes ses formes, que ce soit du project management, du marketing, Golden Circle Addict, enfin c'est mon petit plaisir personnel, c'est juste Simon Sinek, je ne sais pas si vous connaissez Star with Why, et c'est toujours le fait de commencer par le pourquoi. Je crois qu'on a tous cette maladie chez les project lovers. Côté design aussi, mes centres d'intérêt professionnel se tournent aussi autour du design thinking, de l'UX design, j'en ai fait un peu également, du strategic design. Et côté tech, c'est mon passé. Dans le passé, j'ai été tech, j'ai été développeur web, mobile, architecte, j'ai travaillé dans le monde de l'IoT. Donc voilà, ce sont des centres d'intérêt qui me passionnent. J'ai eu la chance de pouvoir faire ces différents métiers dans différents contextes. Et aujourd'hui, sur ce retour d'expérience, j'aimerais vous parler un peu de no-code et comment ils se positionnent au sein de ces cœurs d'activité. Mais avant tout, avant de vous parler de no-code, j'aimerais qu'on parle un peu de Project Management 101, parce qu'on vous a parlé de discovery, de no-code, et j'aimerais un peu recadrer les choses. Alors le Project Management, c'est quoi? En fait, c'est une équation qui est simple, mais finalement qui est assez complexe à résoudre. Pour le comprendre, il suffit juste de se projeter. Si nous sommes dans une entreprise, on a la volonté de créer un produit, tout part d'une idée. Cette idée, pour pouvoir s'articuler et trouver un marché, elle va s'articuler autour de 3 activités principales. La production de valeur, ce qu'on appelle souvent la faisabilité, c'est-à-dire la capacité à passer de l'idée à un produit. Une fois qu'on passe de l'idée à un produit, il y a une forme de diffusion de la valeur. C'est généralement le marketing, le commerce, c'est comment on met un halo autour du produit qui va le rendre attractif auprès d'un marché.
Et une fois que ce produit est rendu attractif autour d'un marché, si on a un peu de chance, on a une adoption de ce produit par ce dit marché. Toute la partie qui est à gauche est réalisée au sein de l'entreprise, donc c'est la valeur réelle du produit, c'est ce que ça coûte à l'entreprise de réaliser le produit et de le diffuser sur un marché. Et toute la partie qui est à droite, c'est la valeur perçue, c'est-à-dire la valeur qui est perçue par le marché et la volonté d'adoption de votre produit par ce marché. Le rôle du project manager, c'est simple, c'est de résoudre cette équation. C'est de faire en sorte que la valeur réelle soit inférieure à la valeur perçue pour que l'entreprise puisse capter de la valeur et continuer à améliorer le produit. Et c'est cette équation, en fait, qu'on essaye de résoudre au quotidien en tant que project manager. Mais quand je vous la présente comme ça, quand je vous présente en fait ce processus comme ça, vous doutez bien que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un processus qui existe depuis que les entreprises existent. Les entreprises ont toujours proposé des solutions à des marchés et ces solutions ont parfois été adoptées, parfois non. Et ce que j'aimerais faire avec vous, c'est parcourir un peu en 3 étapes historiques comment le contexte économique a fait évoluer les pensées et pourquoi aujourd'hui on parle de plus en plus de project management par rapport à avant. Si on commence à l'ère industrielle, c'est une ère où il y a l'économie de masse. Ça veut dire qu'à cette ère industrielle, les entreprises sont organisées, en tout cas en termes de structure de coûts, autour de 3 éléments. Le premier élément, c'est les coûts d'infrastructure. À l'ère industrielle, si je veux créer un produit, si on reprend Ford, si je veux créer une voiture, j'ai des coûts d'infrastructure très élevés parce que je dois monter une usine. Donc j'ai des besoins de capitaux initiaux qui sont assez élevés. La disponibilité de la connaissance est très faible à l'ère industrielle. Les experts sont d'autant plus rares que cette connaissance n'est pas disponible et n'est pas répandue, comme ça l'est par exemple aujourd'hui. Les entreprises aussi à l'ère industrielle ont un fort pouvoir de domination sur leur marché. Ça veut dire qu'ils sont capables d'influencer l'attractivité de leurs produits vis-à-vis de leur marché. Ils sont capables d'influencer la willingness to pay. Alors la willingness to pay, juste pour expliquer rapidement, l'influence sur l'attractivité, c'est je regarde une publicité d'un produit, j'ai envie d'acheter ce produit. La willingness to pay, c'est je passe à l'action. C'est comment je passe de l'idée d'avoir ce produit à acheter ce produit. Et le coût de distribution également à l'ère industrielle est très élevé. On comprend bien que pour déplacer une voiture de l'usine à un particulier, ça coûte très très cher. Et les marchés à l'ère industrielle ont une évaluation de la valeur qui sont très faibles. Vu que les coûts d'entrée pour pouvoir développer une idée sont très élevés, de moins en moins de personnes peuvent développer des idées. Il n'y a pas beaucoup d'offres concurrentes et donc les marchés ne sont pas très exigeants dans l'évaluation des offres proposées. Et le pouvoir de nuisance également de ces marchés est très faible. Ça veut dire que moi, individuellement, si on me vend un produit à l'ère industrielle qui ne me plaît pas, je peux en parler à mes proches, mais je n'ai pas plus d'influence que ça sur la capacité de nuire à l'entreprise. Et la tolérance au niveau d'usage est très élevée. C'est une ère où il y a beaucoup de nouveautés, il y a des inventions, et tout le monde a envie d'utiliser ces nouvelles inventions. Et l'axe stratégique des entreprises à l'ère industrielle, le positionnement stratégique à l'ère industrielle, c'est de sécuriser justement cette organisation de la production. Parce que si je suis capable de sécuriser l'organisation de ma production et que j'ai une domination sur les marchés, alors je peux facilement vendre des produits et il est fort probable que l'idée que j'ai en tête puisse se développer aisément. Si on avance un peu dans l'histoire, on arrive au Web 1.0, c'est le début du Web. On se rend compte qu'il y a de légers changements dans ces structures. Ça reste relativement léger, ça ne va pas changer drastiquement la stratégie des entreprises, mais on se rend compte qu'il y a quand même de légers changements. Les coûts d'infrastructure commencent à baisser un tout petit peu. On passe de la construction d'une usine à finalement acheter un serveur ou un rack à placer dans des serveurs pour pouvoir développer un site internet. La disponibilité de la connaissance reste faible, on est au début du web. On commence à publier des choses sur Internet, mais ça reste quand même assez difficile, ce n'est pas tout à fait accessible à tous, et le savoir reste quand même quelque chose de difficile d'accès. Mais commence à se développer en fait tous les autodidactes, c'est-à-dire les gens sont capables maintenant d'apprendre des choses sur Internet, ne sont plus obligés de passer forcément par des écoles très spécialisées, et donc sont capables de développer des connaissances, ce qui permet en fait à l'expertise de passer d'un niveau très rare à quelque chose de plutôt rare. Concernant l'influence des entreprises sur le marché, elle reste la même globalement. Ça se réduit un peu, mais rien d'alarmant. Les stratégies marketing qui ont marché pendant l'économie de masse marchent au début de l'ère du web. Le marché est toujours tolérant, ce sont des nouvelles technologies, ça vient d'arriver. Et donc, on a une évaluation de la valeur qui est faible, il n'y a pas beaucoup d'offres encore sur Internet, donc il y a des premières entreprises, start-up qui se lancent sur le web, mais on reste encore sur un marché qui adopte la valeur et qui est prêt à être tolérant vis-à-vis des nouveaux usages. Et à cette époque-là, l'axe stratégique des entreprises reste toujours sur l'organisation de la production, malgré tout. Parce que si on est capable de produire de la valeur, on est capable de la diffuser sur un marché qui n'est pas très exigeant pour le moment,
on peut maximiser les chances de réussir des idées. Et là, le Web 2.0 a tout bouleversé. En fait, les petits changements qu'on a perçus au début, on aurait pu se dire que c'était des changements assez isolés. En fait, ont augmenté de façon exponentielle, notamment au niveau des coûts. Aujourd'hui, c'est quasiment gratuit les infrastructures immatérielles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis capable de publier un site internet sur le web sans même savoir où est le serveur ni combien ça coûte l'hébergement. Je suis aujourd'hui capable d'avoir des connaissances dans la plupart des domaines qui m'intéressent à disposition sur mon téléphone à portée de main. Donc la connaissance devient excessive, on parle d'obésité informationnelle aujourd'hui, tellement les connaissances sont disponibles. L'influence des entreprises sur les marchés s'est fortement réduite parce que si les infrastructures sont devenues gratuites et si la connaissance est disponible, de plus en plus de personnes peuvent se lancer et donc créer des produits digitaux. Si de plus en plus de personnes peuvent se lancer, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'offres concurrentielles et donc les marchés deviennent de plus en plus exigeants. Les clients n'acceptent plus. Aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte, quand vous téléchargez une application, si elle ne fonctionne pas tout de suite, vous n'allez pas faire l'effort d'apprentissage, vous allez la désinstaller, installer une autre application. Donc on est devenu plus exigeant, on est moins tolérant aux nouveaux usages et les coûts de distribution également sont quasiment gratuits. Je mets des étoiles parce que c'est du quasiment gratuit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez publier assez simplement votre application, votre site web, comme on le verra tout à l'heure. Et donc cette complexité du marché a créé la nécessité de nouvelles compétences. C'est pour ça qu'on entend de plus en plus parler de ces nouveaux postes de product manager, du UX designer, du UX stratégique, de dev, craftsmanship et tout ça. C'est simplement parce que le positionnement stratégique, en tout cas les enjeux stratégiques se sont déplacés de la capacité à avoir une organisation de la production fiable à la capacité à adresser un marché qui est de plus en plus complexe à adresser, de par le fait que les marchés sont de plus en plus influents grâce à des effets de réseau. Et donc, ce changement brutal qui est arrivé a créé en fait un désastre, une réalité qui est assez brutale. Et ça sont les statistiques qui le montrent. Alors, il y a 2 études sur lesquelles je me suis basé. C'est Nielsen Group, eux, ils font des études tous les ans sur tous les marchés, tous produits confondus. Et MIT, c'est une vieille étude qui a été réalisée sur la capacité des produits qui sont lancés à adresser les marchés. Et ils se rejoignent en tout cas au niveau des chiffres. 95% des nouveaux produits que vous lancerez sur un marché, sur un nouveau marché échoueront. C'est-à-dire qu'il y a moins d'une idée sur 10, si vous avez 10 idées dans la salle, il y a moins d'une idée sur 10 qui va marcher in fine sur le marché. La plupart vont échouer. Et donc face à cette catastrophe, les entreprises ont dû se réorganiser et découvrir de nouveaux axes de développement. Mais selon vous, à votre avis, qu'est-ce qui penche le plus dans la balance? Pourquoi on en arrive là, à votre avis, à cette problématique? Est-ce que c'est un problème marché, un problème de marketing ou un problème de production? Marketing, production, marché, production, marketing. En effet, à chaque fois que je pose cette question, généralement, la majorité des personnes, on imagine intuitivement que c'est un problème de production, c'est-à-dire que c'est un manque parfois de compétences en interne des entreprises. En plus, je vous ai dit précédemment que les compétences étaient rares, les UX designers, les product designers et autres. On imagine souvent que c'est un problème de compétences, mais quand on zoome un peu, on se rend compte que même chez les meilleurs, alors là j'ai pris un exemple, c'est Google et Microsoft. Alors Google, ils ont un site qui s'appelle Google Cemetery, enfin le cimetière de Google, où ils affichent tous les projets de Google qui ont échoué. Microsoft, ils ont fait la même chose, ils sont assez transparents là-dessus. Et on se rend compte qu'on a les mêmes statistiques chez les meilleurs. Alors je rappelle, Google, ils ont des product designers, des project managers, des développeurs, des experts dans leur domaine. Historiquement, quand même, c'est une boîte assez successful, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils créent des innovations, ils créent des nouvelles méthodologies, ils créent de nouvelles démarches. Ils ont quand même créé le design sprint, ce qui n'est pas rien, qui est très utilisé aujourd'hui dans les entreprises. Mais malgré tout, même chez eux, malgré le fait qu'ils aient des personnes compétentes, on retombe sur la même statistique. Et en fait, la catastrophe dont je vous parlais tout à l'heure, cette réalité brutale, elle est encore pire que ce que je vous disais. C'est qu'en fait, les nouveaux produits lancés sur le marché, 95% échoueront, même si ces idées sont exécutées et sont réalisées correctement. Parce que les marchés aujourd'hui sont devenus extrêmement complexes. Ce n'est pas lié à la capacité de production des entreprises, c'est beaucoup plus lié à la complexité des marchés aujourd'hui. Et donc, face à cette complexité des marchés, à l'ère digitale, il y a un nouveau challenge. Et c'est là, en fait, le fameux challenge stratégique. C'est que si vous êtes dirigeant d'une entreprise ou si vous êtes manager d'une équipe, head of product, et que vous avez 10 idées qui arrivent, comment vous sélectionnez l'idée sur laquelle vous allez concentrer les ressources? C'est une vraie question. Et c'est une question qui devient très compliquée parce que dès le départ, on sait que la plupart des idées vont échouer.
Donc comment je fais, moi, pour savoir que mon idée, même si je l'ai initiée tout seul, est la bonne ou pas? Comment je fais pour savoir si je suis dans les 5% ou si je suis dans les 95%? Alors, moi, je pense qu'il y a deux écoles, deux grandes écoles. La première école, c'est l'école que j'ai appelée l'école du pitch. Alors, pour vous parler un peu de cette école du pitch, je vais vous parler d'un exemple concret, comme ça je vais vous demander de vous projeter. Projetez-vous un peu quelques années auparavant quand IBM était leader sur le marché. IBM, ils ont créé des machines à écrire, ensuite ils ont créé les PC, ils étaient leaders, c'est eux qui alimentaient les PC dans la plupart des entreprises. Donc imaginez que vous êtes des décideurs chez IBM, oui, vous avez eu une promotion. Moi, je suis le project manager qui vient vous présenter une idée. Et donc, mon idée, c'est de venir vous dire que je me rends compte que IBM, malgré le fait qu'on a adressé un marché qui est plutôt complet, malgré le fait que nous sommes leaders sur le marché, je me rends compte dans les entreprises que les gens ne veulent pas apprendre à saisir au clavier. C'est un vrai problème. C'est-à-dire les gens sont capables de comprendre les bénéfices d'un ordinateur, mais saisir au clavier, c'est une vraie difficulté, ils ne veulent pas faire l'effort d'apprentissage. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'IBM, on a un positionnement de leader sur le marché, on est crédible vis-à-vis des technologies, parce que la plupart des clients nous font confiance. On est pertinent sur le marché de la technologie. Et comme solution, ce qu'on aimerait apporter à nos clients, ce qui est imagé là, c'est de faire un logiciel de synthèse vocale. Les gens ne veulent pas écrire avec leurs doigts. OK, il n'y a pas de problème. Ils vont parler dans un micro, ça va s'afficher sur un ordinateur. Et je ne m'arrête pas là, je ne m'arrête pas à une idée. Je suis product manager, il faut que j'évalue les impacts business, l'impact utilisateur et que je fasse quand même une petite étude de marché. L'impact business, ce que je vous propose, c'est que cette idée, ça va créer une nouvelle ligne de revenus, parce que vendre une application de synthèse vocale, ça peut très bien se faire. Et les ventes de PC vont augmenter, parce que tous les clients qui refusent d'acheter des PC parce qu'ils ne savent pas saisir au clavier, finalement, si on leur apporte une application de synthèse vocale, ils seront plus enclins à le faire. Et l'impact utilisateur est également bien réel. Il y a un gain d'efficacité significatif. Les gens, s'ils sont capables d'utiliser l'ordinateur plus rapidement grâce à leur voix, ils seront d'autant plus rapides dans leur travail. Et il y a une amélioration des conditions de travail pour les différentes personnes qui ont des difficultés au niveau de la saisie. L'analyse marché nous a fait découvrir, après avoir interviewé les clients et les utilisateurs, que 100% des clients indiquent être prêts à payer pour cet outil. 95% des utilisateurs sont très enthousiastes. Et 5% sont contre. Les 5% étant les dactylos qui sont mécontents parce qu'on veut remplacer leur boulot. Ça, c'est la première école. C'est l'école du pitch. Là, je vous ai pitché l'idée pour lancer ce produit. Il y a une deuxième école qui est possible, en fait, pour pouvoir déterminer si l'idée est bonne ou pas. La deuxième école, c'est l'école de l'expérimentation ou le discovery stratégique. C'est se poser la question différemment. Ce n'est pas de se demander qu'est-ce qui, en termes de... C'est pas de se demander est-ce que l'idée est bonne ou pas, c'est simplement se demander quelle expérimentation est-ce qu'on peut mettre en place pour démontrer que les gens sont prêts à payer, à utiliser le produit. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire comme expérimentation? On peut créer un MVP. Ok. Et ce serait quoi le MVP pour aller un peu plus... Juste la première version, la plus simple, qui va avoir la solution directe d'un problème, Mais sans ajouter d'autres... du coup, si on l'illustre, ça ressemblera à quoi? En sachant que les devs, les project managers, les UX designers sont rares, donc pas accès. Le marketing, les clients n'y croient plus, comme je le disais tout à l'heure. Et le budget est assez limité, 100 €. On teste sur quelqu'un aussi. Sûr? On va tester sur quelqu'un. J'ai pas compris? On trouve un groupe de tests, on Oui. va tester la solution. C'est ça. D'autres idées? Tout simplement écrire soi-même ce qu'une personne n'a pas. C'est ça. C'est exactement ce qu'ils ont fait. En fait, IBM, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'en fait, on va aller plus loin. On va mettre une personne dans une salle, on ne va pas développer le logiciel de synthèse vocale tout de suite. Donc, ils avaient un PC qui était affiché devant la personne qui parlait, et dans une salle cachée, il y avait un dactylo qui devait rédiger le message qui était affiché. Et donc, la personne qui parlait devait dire des mots, et le dactylo saisissait, et ça s'affichait à l'écran, la magie opérait. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont appris en faisant cette expérimentation? Premièrement, les gens ne voulaient plus acheter le produit. Bizarrement, les 100% des personnes qui étaient prêtes à payer, ils n'en voulaient plus. Les utilisateurs n'en voulaient plus. Pourquoi? Parce que parler toute la journée devant un écran, ça fait mal à la gorge. 100 personnes qui parlent dans un open space, je crois que vous savez ce que c'est quand même pour la plupart d'entre vous, c'est juste pas possible. Et en plus de ça, finalement, les gens ne voulaient pas passer du temps également à parler comme ça. Les mêmes personnes qui étaient convaincues qu'ils allaient utiliser l'outil, qui disaient qu'ils étaient prêts à payer, les mêmes personnes, suite à l'expérimentation, n'en voulaient plus.
Et en fait, c'est quelque chose que les commerciaux connaissent bien, c'est la différence entre, et les scientifiques aussi, c'est la différence entre l'intention et l'action. Il y a toujours un gap entre les deux. Moi, en tant qu'utilisateur, si je me présente un produit qui me plaît, il va me plaire. Je vais vous dire qu'il me plaît, je vais vous dire que je suis prêt à l'acheter. Mais il y a une différence entre dire que je suis prêt à acheter et passer à l'acte. Et ce gap, en fait, c'est l'expérimentation qui permet en fait de franchir ce gap-là. Le pitch ne permet pas de le faire, en tout cas sous la forme que je vous ai présentée. Et vous allez me dire, OK, le no-code dans tout ça. Parce que finalement, tu voulais nous parler de no-code, mais jusqu'à présent, on ne voit pas où tu veux en venir. Alors, je voulais dresser un peu le tableau, je voulais reposer le contexte des formations professionnelles. On a commencé par un contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, 90% des produits échouent, même si vous avez les meilleurs experts. Malheureusement, c'est un problème marché. Le challenge, le why, comment découvrir à faible coût? Finalement, c'est ça que l'idée que je suis en train sur laquelle je veux investir est la bonne ou pas. Comment je le fais, le O? Expérimentation, discovery stratégique. Je me confronte rapidement au marché, mais pour ça, il faut que je transforme mon idée en réalité pour pouvoir me confronter au marché. Et le nouveau challenger qui permet de le faire aujourd'hui, c'est le no-code. C'est exactement la même démarche qu'IBM, c'est-à-dire trouver une solution de contournement, sauf que le no-code aujourd'hui va beaucoup plus loin. Le no-code aujourd'hui, c'est un ensemble d'outils qui vous permettent à tous, qui se veut de permettre à tous, d'offrir à tous la capacité d'être autonome dans la transformation d'une idée en quelque chose de concret. C'est axé sur 3 choses. 1, la structuration de la proposition de valeur. C'est comment vous présentez votre idée au monde et vous sollicitez l'intérêt des gens. 2, l'expérimentation et l'apprentissage. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec IBM. C'est comment vous confrontez les gens à passer à l'acte plutôt que vous faire des promesses. Et 3, c'est industrialiser les activités. Une fois que les gens veulent aller avec vous, comment vous industrialisez votre produit. Et dans chacun de ces 3 axes-là, le no-code peut vous aider. Donc, on va voir comment, dans le cycle de vie d'un produit, vous en faites pas, on reviendra dessus. Pour l'instant, retenez que c'est une grosse baleine et on en reparle tout à l'heure. Dans le cycle de vie d'un produit, généralement, on distingue 4 grandes phases. Il y a la phase bootstrap, d'introduction, de croissance et de maturité. Il y a le déclin, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on va y revenir. Donc, aujourd'hui, imaginons qu'on a une idée. J'ai mon idée. La première chose que je me pose, c'est comment je suscite l'intérêt des gens, comment je m'assure que les gens sont intéressés par mon idée ou pas. Les outils no-code nous aident à le faire comment? Premièrement, à structurer votre MVP. Vous avez des outils de no-code qui vous permettent de créer des sites, des landing pages, comme on appelle. C'est des sites, une page sur lesquels vous pouvez présenter votre idée, votre proposition de valeur, copier-coller ce lien dans un groupe par rapport au sujet qui vous intéresse et regarder si les gens sont intéressés. C'est la première chose. Sauf que savoir si les gens sont intéressés, c'est aussi recueillir leurs informations. Là, vous avez des outils aussi no-code qui vous permettent de le faire. C'est des formulaires. Exemple, Typeform, qui vous permettent de le faire. Vous avez utilisé cet outil tout à l'heure, sans le savoir, quand je vous ai demandé de scanner le QR code. Oui, c'est ça. C'était écrit en bas. Et stocker les informations importantes, parce qu'une fois que les utilisateurs vous donnent, généralement, vous allez leur demander leur mail pour pouvoir leur parler. Et une fois qu'ils vous donnent leur mail, il faut bien sûr pouvoir stocker leur mail pour pouvoir les contacter plus tard. Donc la première chose que vous faites, c'est présenter votre idée et savoir si les gens sont intéressés. C'est la phase 0. C'est ce que j'ai fait. J'ai créé une application, j'ai appelé Pinted, à défaut de l'appeler Vinted. En termes de naming, je ne suis pas très doué. C'est le Vinted des hippons. Ce que j'ai fait, moi, simplement, alors ce n'est pas totalement des outils no-code, mais comment j'ai attiré votre attention? Quand vous êtes arrivé, il y avait une vidéo qui tournait, il y avait une slide. Et bien sûr, Elisabeth m'a aidé à vous encourager à scanner le QR code. Donc c'était un peu plus facile pour moi qu'adresser un marché dans la vraie vie, mais au moins ça a pu marcher. Typeform m'a permis de recueillir des informations, quelques informations sur comment vous estimiez en fait le coût de développement. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est que derrière, j'ai mis en place un outil qui s'appelle Zapier. Ce que Zapier fait, c'est qu'en fait, il prend les informations d'une application et la connecte à une autre application. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris vos pseudos, en fait, que vous avez gentiment accepté de me donner. J'ai mis un automatisme qui m'a permis de les stocker dans Airtable. Airtable, c'est un système de base de données. Et grâce à ça, vous aurez accès à l'application que je vous ai montrée tout à l'heure. Et je vous ai enregistré en fait en tant qu'utilisateur de l'application à travers ce mécanisme-là. Ça, c'est la phase 0. Alors, je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Il y a une autre personne qui a créé un outil qui s'appelle Duelito. C'est le Airbnb des cabanes de jardin. C'est une personne qui s'est dit, OK, les gens louent des appartements, des hôtels, mais est-ce qu'ils pourraient louer des cabanes de jardin? Ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti sur un site d'intermédiation. Il a condensé les informations des personnes qui proposaient des locations de cabanes de jardin dans un Google Spreadsheet. Il a utilisé Webflow, qui est un outil no-code qui permet de faire des sites internet pour designer ce que vous voyez là. Airtable, outil de base de données dont je vous ai parlé tout à l'heure pour pouvoir stocker ces informations, les informations des utilisateurs qui étaient intéressés. Alors, qu'est-ce qui se passait?
sa base de données Google Sheet. Avec Webflow, ça affiche les cabanes. L'utilisateur clique sur la cabane, il dit « je suis intéressé ». Il stocke l'information, tel utilisateur est intéressé. Avec Zapier, il envoie un mail à l'utilisateur en lui disant « vous en faites pas, on revient vers vous pour vous donner des instructions pour louer cette cabane ». Avec cette simulation-là, il a créé 90% du site en un jour. Les outils no-code sont vraiment simples à prendre en main. C'est vraiment pas compliqué. Et l'impact, c'est qu'en un mois, il a eu plus de 4000 leads générés. En un jour de travail, un jour et quelques. Les 10% restants, généralement, ça prend un peu plus de temps, mais ça c'est une autre question. Et il y a une autre entreprise, je voulais vraiment vous montrer. Alors, ça sera l'exemple tram, en fait, jusqu'à la phase de croissance, pour que vous puissiez voir un peu comment ça se développe les outils no-code. C'est Comet fait la mise de relation entre freelance et entreprise. Et ils ont commencé avec cette landing page. Là on est vraiment très loin des standards d'aujourd'hui. Hein. Ils ont commencé, je crois, il y a 4-5 ans, si je ne me trompe pas. Et leur première version, c'était ça. On a un site, on dit vivez autrement, travailler librement. Je vous laisse deviner ce que ça veut dire. Indépendant, entreprise, laissez-nous un mail, on vous recontacte. Une demi-journée de travail, 50 €, je pense que c'est pour payer l'URL. Impact 500 inscrits. Avec une landing page. Donc ça, c'est la phase 0. Et pour faire cette phase 0, vous avez beaucoup d'outils. Vous avez des website builders. Ils sont assez faciles à prendre en main. C'est du drag and drop visuel. La documentation est très bien faite. Je vous laisserai découvrir. Donc là, j'ai validé que mon marché était intéressé. Mais je ne veux pas faire la même erreur que tout à l'heure, parce que là, je suis au niveau du pitch de tout à l'heure. Je savais que les gens étaient intéressés, mais je ne savais pas s'ils étaient capables de passer à l'acte. Maintenant, ce que je veux vérifier, c'est est-ce qu'ils sont capables de passer à l'acte. Et là, pour le vérifier, il faut que je formalise mes premières hypothèses. Les gens m'ont dit qu'ils étaient intéressés, je les ai eus en interview, ils m'ont expliqué leurs besoins. Maintenant, il faut que je formalise tout ça. Donc, je formalise mes premières hypothèses dans des outils. Il y a des outils no-code qui peuvent vous aider. Alors, Notion, il est juste génial parce qu'il fait à peu près tout. Il vous permet de structurer votre pensée, d'organiser vos idées, de mettre en place un board pour faire le suivi des tâches. Enfin, c'est juste génial. Je vous laisserai regarder de plus près. Convertir les hypothèses en produits tangibles. Donc, une fois que j'ai mes hypothèses, comment je les convertis en produits tangibles? Moi, j'ai utilisé Adalo pour l'application de tout à l'heure. On va en reparler. Et stocker la data utile, de stocker la donnée de mon application. Justement, je peux toujours utiliser encore et toujours Airtable. On dirait que j'y travaille tellement j'en parle. L'application Pinted, voilà à quoi elle ressemble. Et par rapport à vos réponses de tout à l'heure, cette application, qui est une sorte de mini Vinted, je l'ai réalisée en 2 jours et demi. Et pour l'impact, je vous laisse décider quand vous allez scanner le QR code, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai utilisé Adalo et Airtable. Adalo, c'est un outil no-code qui permet de réaliser des applications mobiles. Disons que c'est un niveau plutôt intermédiaire parce qu'il est un peu plus long à prendre en main, mais finalement, il vous donne beaucoup de flexibilité. Donc avec cet outil, j'ai fait un mini Vinted, vous pourrez jouer avec tout à l'heure en scannant le QR code si vous souhaitez, en sachant que, comme je vous disais, j'ai déjà préenregistré vos comptes grâce à l'automatisme de tout à l'heure. Donc les 10 personnes qui ont joué tout à l'heure, vous aurez directement accès à l'application. Phase 1, vue par d'autres personnes, Incomi. Incomi, c'est un freelance qui a commencé à se mettre à son compte et qui n'arrivait pas à trouver des solutions de facturation disponibles en ligne, enfin qui pouvaient le satisfaire. Et il s'est dit, je vais créer ma propre solution pour régler mon propre problème. Et il a créé une solution, il a regardé un peu comment fonctionnaient les outils no-code, il a vu Bubble, il a créé une solution avec Bubble. Et à un moment, ça marchait tellement bien pour lui qu'il s'est dit, est-ce que ça pourrait intéresser d'autres personnes? Il a mis à disposition du marché l'outil no-code, enfin l'outil qu'il a développé, et en 6 mois, il a eu 50 clients, donc des gens qui payaient pour utiliser son outil, et 2000 inscriptions, des gens qui le sollicitaient pour pouvoir avoir accès à l'application. Donc ça, c'est la phase 1, et pour faire la phase 1, des app builders, vous en avez énormément. Adalo, c'est celle que, ça ressemble à ça c'est une autre application que j'avais faite, mais on pourra en reparler si vous voulez. Glide, c'est magnifique, vous avez un Google Spreadsheet, vous l'importez dans Glide, ça vous génère l'application. C'est génial. Thunkable, c'est une application qui va un peu plus loin. Vous avez Bubble. Et vous avez une autre application que je n'ai pas mis ici qui s'appelle Bravo App. Alors, les designers vont adorer. Vous faites le design, vous importez dans Bravo App, ça génère l'application native. Je ne sais pas comment ils font. C'est juste génial. Web, côté web, on a Softair et on a Webflow. Je vous en parlais encore tout à l'heure. Vous avez beaucoup d'applications no-code. Je vous encourage vraiment à essayer une et à vous faire votre propre avis pour ça. La phase 2, donc, on a fait le bootstrap, les gens sont intéressés. Phase 1, ils sont passés à l'action, ils sont en train d'utiliser mon produit. Sauf que maintenant, ils aiment tellement mon produit qu'ils me demandent des améliorations fonctionnelles.
et de plus en plus de personnes. Donc là, il faut formaliser un nouveau besoin, des utilisateurs qui n'arrêtent pas de me demander des nouveaux besoins. Donc là, comme je vous disais, Notion vous permet d'avoir un tableau de bord pour pouvoir le faire. Il faut développer des incréments produits. Avec Adalo, vous allez voir, les outils no-code ne s'arrêtent pas à faire une première version. Vous pouvez améliorer la version avec les outils no-code et automatiser les nouveaux process. Si de plus en plus de personnes vous demandent des choses, ça veut dire que vous devez automatiser de plus en plus de choses pour les servir. Et donc, là aussi, les outils no-code peuvent aider. Alors là, j'ai fait un petit exemple de la même application, hein. J'ai rajouté une petite fonctionnalité pour voter pour le vendeur, tout simplement. Ça m'a pris à peine une demi-journée pour pouvoir rajouter ça. Donc c'est juste pour vous faire comprendre qu'on peut incrémenter assez rapidement avec ce type d'outil. Comet l'a fait également. Comet, à un moment donné, ils sont passés de la landing page que vous avez vue tout à l'heure à quelque chose de beaucoup plus concret. Ils ont utilisé Bubble pour créer le site, l'application web qui permettait justement de faire ce matching avec entre les entreprises et les freelances. Et donc, eux, quand ils ont créé cette application, ils l'ont mis à disposition pendant leur phase de croissance. En un an, ils généraient 50 000 € par mois, mensuellement. Uniquement en utilisant des applications no-code, un peu d'automatisation et leur base de données, et ce n'est pas une blague, et il le raconte lui-même, Charles Thomas, le fondateur, c'était Google Spreadsheet. C'était ça la base de données qui leur a permis de générer 50 000 € par mois. Ils arrivaient à faire un match en 48 heures, c'est-à-dire entre le moment où une personne posait sa candidature et le moment où ils trouvaient une mission, le match était fait en 48 heures sur leur application. Tout ça en utilisant uniquement le no-code et un peu de no-code, bien sûr, en background. Là, c'était pour la phase 2. La phase 3, et je terminerai sur cette phase, c'est la maturité. On peut se dire qu'un produit qui est mature, qui existe déjà, qui est en développement, on n'a plus vraiment besoin des outils no-code. Mais les outils no-code peuvent vous aider aussi, à ce moment-là, à essayer d'identifier de nouvelles opportunités. Vous pouvez avoir un produit qui existe déjà, qui est basé sur du code, mais vous pouvez utiliser cette base pour ajouter des éléments fonctionnels, pour tester de nouveaux éléments fonctionnels avant de les développer, avant de les intégrer au sein de l'équipe de développement. Donc là, vous pouvez vous servir des mêmes outils. Mais j'ai envie de vous parler d'un sujet, parce que ça revient assez souvent, c'est est-ce que le no-code fait tout? Parce qu'il y a la question de est-ce que les outils scale, mais bon, ça on pourra en parler plus tard. Et la question de est-ce qu'on n'a plus besoin des développeurs? Je vais y répondre tout de suite. Si on a toujours besoin des développeurs. Les outils no-code vous contraignent forcément. Si c'est si simple d'usage, ça veut dire que ça fait beaucoup d'abstraction. Et donc à un moment donné, vous ne pourrez plus améliorer votre produit. À un moment donné, il va falloir passer au code. C'est ce que Comet a fait. À un moment donné, il fallait qu'il passe au code. Et ce n'est pas une fatalité. Les outils no-code vous aident à démarrer, à actionner un marché, à découvrir, à faire des expérimentations. Mais ce n'est pas grave. Après, vous pouvez faire le passage au code. Et 4 mois, il leur a fallu 4 mois pour passer de leur outil no-code qui existait à leur outil développé par des développeurs. Et ces 4 mois, ça s'est fait sans transition. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dit on va arrêter de servir les clients, on va développer pendant 4 mois et ensuite on les sert. Non, ils l'ont fait en parallèle et ça s'est bien passé. Donc les outils no-code ne vous empêchent pas de passer au code. Donc il ne faut pas le penser comme ça, bien au contraire. Et là aujourd'hui, Comet, c'est juste un monstre, 1,5 million de MRR et un match en 30 minutes. Enfin, ils sont allés beaucoup plus loin. Donc, quelle est la métrique MMR? c'est monthly revenue, c'est les revenus mensuels. Et donc, dans le cycle de vie produit, c'est tout ce que je vous ai présenté. On part du bootstrap, c'est comment je génère de l'intérêt. Comment je transforme cet intérêt en action grâce à la phase d'introduction. Comment je gère ma croissance quand les utilisateurs me demandent de plus en plus d'améliorations, de fonctionnalités, et comment j'organise mes process autour de ça. Et une fois que j'ai géré ma croissance, comment je survis en phase de maturité, comment je reste très innovant, comment je propose de nouvelles choses à mes utilisateurs. Donc, dans toutes ces phases, vous pouvez vous servir des outils no-code pour pouvoir faire vivre vos idées. Et moi, en fait, cette présentation, je voulais juste la faire pour faire appel à votre état d'esprit entreprenant. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de raison, il n'y a plus vraiment de grande distance entre vos idées et leur réalisation. Finalement, ces outils sont quand même assez faciles d'accès, il y a de la documentation en ligne, il y a tout qui est mis à disposition pour que chacun d'entre nous puisse se dire, si j'ai une idée, je peux la concrétiser, je peux la transformer assez rapidement pour voir si elle a un potentiel ou pas. Surtout pour des décisions stratégiques, parce que si je dois prendre une décision pour savoir sur quelle idée je dois investir, il me faut expérimenter assez souvent, donc réduire le coût de l'expérimentation, et ces outils no-code permettent de répondre à cette volonté stratégique. Et donc, je vous encourage vivement à y jeter un coup d'œil, à essayer de regarder, et vous allez voir, c'est assez facile à prendre en main, et ça peut, au sein de vos entreprises, vous permettre de mettre en valeur et de faire vivre vos idées.
Alors chez Ypon, on parle de no-code et bien plus. Je voulais mettre en avant également le travail de mes collègues produits, design et tech, mais comme je vous ai dit, ce sont mes j'ai envie de dire mes métiers de cœur, quoi. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc on a sorti des Product Trends où on parle de no-code, on parle de data, on parle d'écologie avec les autres personnes de la practice produit. Donc il y a certaines personnes qui sont là aujourd'hui, vous pourrez échanger avec eux. Product et Design Blog, donc on a un blog aussi Ypon. On a réalisé une vidéo sur les retours de la School of PO où on vous donne quelques tips à implémenter en 2023. On l'a publié sur LinkedIn. On a aussi nos articles sur le blog. On a les Tech Trends aussi, qui sont assez intéressants. On y parle de transformation cloud, de delivery, de DevOps, bref, de plein de sujets intéressants. Donc si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à aller sur le site internet pour pouvoir y avoir accès et vous documenter. Voilà, j'arrive à la fin. Il me reste 1 minute, c'est ça? Si vous avez des questions, je les prends. On peut s'accorder 2-3 minutes de questions. Merci pour votre écoute. La première question, c'est toujours la plus difficile. Ah, pas cette fois. Alors. Moi, j'ai une question. Là, sur la dernière slide, tu expliquais qu'effectivement, on n'avait plus d'excuses, que même si on n'avait pas d'argent, de compétences, il y a beaucoup d'outils qui sont à disposition. Aujourd'hui, je me suis lancé il n'y a pas longtemps à essayer d'utiliser ce genre d'outils. Et dès le départ, il y a des fonctionnalités que je voulais installer qui n'étaient pas proposées parmi ces outils. Est-ce que c'est parce qu'il faut vraiment que je cherche plein de plateformes et jusqu'à trouver la plateforme qui proposera cette fonctionnalité, ou c'est possible que dès le départ, il y a des choses qui nécessitent de développer parce que c'est trop complexe? Après, il y a deux choses. En effet, les fonctionnalités que tu as envie de développer, si vraiment tu t'es assuré que le marché était prêt à les recevoir, tu as fait ce travail de user research, ok, donc ça veut dire que tu as des hypothèses à tester, et donc tu cherches un moyen de le faire. Maintenant, les outils no-code sont tous différents. Moi, ce que j'encourage généralement, c'est d'essayer un outil. Si tu n'arrives pas à faire ce que tu as envie de faire avec, tu peux passer à un autre outil. C'est suffisamment facile à prendre en main pour pouvoir switcher assez rapidement entre ces différents outils. Et finalement, je pense que tu en trouveras un qui devrait convenir. Si vraiment tu veux des fonctionnalités très poussées, passe à Bubble, mais tu as un coût d'apprentissage qui est élevé au début. Il faut juste le savoir. Ou alors, je me permets de rajouter, peut-être que la fonctionnalité, il faut trouver une façon de la faire. C'est ça. Un peu comme IBM. Par exemple, c'est ce que Stripe avait fait quand ils avaient créé leur premier site. Stripe, c'est une boîte, une start-up en fait, qui permet... Pardon? C'est ça. Et en fait... Oui, c'est plus trop une start-up. À l'époque où ils étaient une start-up, ils ont commencé. En fait, cette plateforme, ils avaient mis à disposition des inscriptions pour leurs clients. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient, inscrivez-vous, on va créer votre compte en 2 minutes. Mais en fait, c'était juste la page. Quand une personne mettait ses informations, c'était stocké dans une base de données, il le faisait à la main. C'est aussi une façon de faire. C'est la même chose qu'IBM. Et vous pouvez utiliser le digital pour pouvoir avoir une présence sur Internet, mais après faire les choses à la main pour pouvoir actionner également. En fait, j'ai peur de passer beaucoup de temps à essayer de développer le truc sur des outils comme ça. Et au bout d'un certain nombre d'heures passées, de me dire, mais en fait, merde, je ne peux pas développer cette fonctionnalité dessus. Et d'avoir perdu plein de temps. C'est le coût de quelques heures, finalement. Justement, c'est l'avantage. C'est qu'en quelques heures, tu peux savoir si ça va aller ou pas. D'autres questions? Non. C'était clair? Ok. Demain, vous utilisez ces outils ou pas? Oui, non. Toi qui es consultant du coup PM, à quel point le no-code, c'est quelque chose que tu peux proposer à des clients qui sont grands comptes, des clients qui justement pour le coup ont l'argent, mais on va faire vite parfois. C'est quoi ta stratégie finalement pour leur dire non, attendez, on peut utiliser du no-code ou pas, mais en tout cas on peut essayer de répondre à cette problématique assez rapidement, parce qu'en face de toi, tu as des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de faire comme ça. C'est ça. Et tu parlais tout à l'heure du marché, et finalement, peut-être pas l'entendre. C'est quoi la stratégie? Comment tu fais pour essayer d'éduquer ou quelque part ce type de client-là? Alors c'est une très bonne question. En fait, il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est que les outils no-code sont encore perçus comme des gadgets la plupart du temps par les grands groupes. Donc, grosso modo, ce qu'on se dit généralement, c'est autant aller sur du code, c'est plus sûr, pour ne pas jeter des choses. Il y a cette peur de jeter, justement, de faire et de jeter. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est un des facteurs d'échec aussi, enfin, comme dans les critères, je n'ai pas tout listé, un des facteurs des critères d'échec, c'est d'avoir trop de budget au début de son projet. Parce que quand on a trop de budget, on a envie de faire des choses
trop poussé dès le début, parce qu'on se dit qu'on a du budget, il faut le justifier. Et donc, on a du mal à expérimenter à faible coût. Et donc, finalement, le problème inverse dans les grands groupes, c'est justement il faut les amener à réduire un peu leur ambition au début. Donc, c'est ce qu'on appelle think big, act locally. Donc, pensez grand, mais agissez en local. Et c'est vrai que c'est très difficile de le faire, mais il y a des moyens de le faire, il y a des onboarding possibles. L'idée, c'est surtout d'essayer de pousser, moi ce que je fais en tout cas, c'est que j'essaie de pousser mes clients à faire des choix stratégiques dès le début. C'est-à-dire, par exemple, si je fais un atelier OKR avec les 3 objectifs, je leur demande toujours de choisir un objectif et un critère de succès. Ça réduit le périmètre. Ensuite, on se penche sur le scope, je réduis encore le périmètre dès le début. Ce qui fait qu'à la fin, le périmètre est tellement petit que ces outils, finalement, prennent tout leur sens. Ça ne sert à rien de développer sur un périmètre si petit et finalement, ça fait sens d'expérimenter. Une question aussi, c'est, bon, moi je n'ai pas une grosse expérience là-dedans, mais j'avais essayé du Bubble. Je trouve que c'est hyper compliqué à prendre en main. Oui, c'est le problème. Je ne code pas, en fait, à apprendre un logiciel, je préfère le coder. Oui, et tout à fait, parce que Bubble, c'est le plus compliqué, de loin. Bubble, c'est de loin le plus compliqué, c'est la Railroads. Voilà. Non. Non, pour démarrer, vraiment, pour aller sur Bubble, il faut vraiment au moins être en phase de croissance, je pense, avoir vraiment des vrais usages. Mais au début, en bootstrap, la plupart des outils... Bootstrap, la plupart des outils suffisent. Ça dépend vraiment des features et de ton objectif, quoi. Ce que tu veux faire, enfin, Mais si tu réduis le scope, finalement, la plupart des features, tu peux les faire avec des outils moins après, aboutis. C'est vrai qu'effectivement, moi je suis un peu d'accord que même à Dalo et tout, il faut quand même se mettre du temps. Enfin, faut quand même se mettre dedans. Oui. Et que ça prend quand même un petit peu de temps, finalement, de rien. Et donc c'est vrai qu'en fonction des features, il y a quand même des trucs que tu ne peux pas forcément faire. Oui. Ça vaut le coup quand même de passer un tout petit peu plus de temps et d'aller tout de suite sur du Bubble qui sera plus scalable ensuite. Enfin, Peut-être. Ou de ne pas le faire. Hein. Il y a aussi le choix parfois de se dire je ne fais pas cette fonctionnalité et je vois si les gens achètent quand même. Est-ce que tu as Oui, oui, oui. des outils Google Les outils Google, non, j'en ai entendu. Non, quoi que, ils ont fait un outil similaire à Glide, je pense. Google, je pense qu'ils ont fait quelque chose comme ça, mais non, j'ai pas plus que ça utilisé. Il est pourri? Ok. Juste une question, au bout de combien de temps, je sais que ça dépend des personnes et de la capacité à prendre en main un outil, mais au bout de combien de temps, quelle est la marge de temps où on peut se dire que finalement, ben, on n'y arrive pas, on abandonne, quoi. Alors ça dépend, moi je classe souvent 2 catégories. Les techs y arrivent toujours. Moi je pense que tous ceux qui ont fait du dev, ils vont y arriver. Finalement, c'est pas très compliqué à en prendre en main pour des devs. Pour des personnes non tech, ça peut être compliqué, en effet, parce qu'il y a des notions à avoir. Il faut quand même savoir comment les applications fonctionnent en background, il y a certaines notions à avoir. Et ça peut être un peu plus compliqué. Mais je pense que la plupart des outils no-code, en prenant un peu du temps, en une semaine, on peut en apprendre quelques-uns. Peut-être pas les plus poussés, mais les premiers outils comme Glide. Mais vraiment, Glide, c'est spreadsheet importé, ça génère l'application. Donc, avec un peu d'effort en une semaine, je pense qu'on peut le faire. Bon, je vais passer la main à Elisabeth quand même pour qu'elle vous parle maintenant de la partie Discovery sur le plan opérationnel. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je suis disponible après pour le pot. Eh bien, très bien, donc passons à la suite. Les 2 conférences, elles sont liées en un point. En fait, Victorien, il vous a présenté un moyen de passer d'un doute ou d'un flou pour prendre une décision à finalement une façon de choisir une solution concrète. À un niveau beaucoup plus opérationnel, il y a aussi plusieurs moyens, dont l'un qui est la discovery, de passer d'une solution floue ou d'une idée floue à des actions concrètes. Donc c'est vraiment le discovery que je vais adresser ici, mais par contre je vais l'adresser non pas directement, mais plutôt sous forme d'un retour d'expérience. Pendant une mission où j'avais un PO qui était beaucoup en galère. Et donc, d'où le bonhomme ici qui s'arrache les cheveux. Donc SOS, Product Owner en détresse. Et comment est-ce que j'ai pu l'accompagner de passer d'une idée à des premières user stories. Alors moi c'est Elisabeth déjà pour commencer, je ne me suis pas présentée tout à l'heure. Je suis chez Hippon depuis bientôt 2 ans, je suis Scrum Master et coach agile. Et avant ça, depuis 2013, je n'étais pas dans l'informatique, j'étais dans l'industrie. J'étais ingénieur méthode. Je faisais de l'industrialisation de produits, de lignes plutôt industrielles. Je faisais aussi du change management, sous une culture plutôt lean management, etc. Je faisais de l'excellence opérationnelle. Le change management, entre le lean et l'agilité, c'est quasiment pareil. Et de techno en techno et de mission en mission, je suis arrivée dans l'informatique.
Je suis joignable sur Twitter et LinkedIn si ça vous intéresse. Et donc, il était une fois. Il était une fois moi et il était une fois Patrick, nommons-le Patrick. Alors Patoche, c'est un gars, il est super sympa. C'est un product owner, il vient d'arriver dans notre équipe. Il est plutôt profil senior, il est assez expérimenté. Il a fait pas mal de projets avant de venir chez nous. Pour vous donner un contexte, donc Patoche, il arrive dans un déroulement, dans une routine. En fait, on est en phase de maturité, si vous vous souvenez de l'éléphant que Victorien vous a présenté. C'est un produit qui est déjà en production, qui tourne pas mal depuis même plusieurs années. Donc on a nos devs, on a notre lead, on a notre QA, on a moi en tant que Scrum Master. Et de notre côté, on a des stakeholders, des parties prenantes. On a des product managers, des incident managers, des architectes des DevOps, etc., etc. Il arrive dans une situation où, dans notre backlog, il y a beaucoup de tickets. On a des bugs, des fixes, des améliorations. Mais non, on a aussi des nouveaux besoins. Besoins clients, besoins utilisateurs. Il arrive, tout va bien, quelques sprints passent. La vélocité reste stable, il n'y a pas beaucoup de perturbations. Les démos, les revues sont satisfaisants. L'ambiance est bonne, tout va bien. Mais un jour, et petit à petit, ce qu'on se rend compte, c'est que dans notre backlog, le nombre d'user stories prêtes commence à baisser, voire il n'y en a presque plus du tout. Les nouveaux besoins dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ne viennent pas alimenter notre backlog. Ils ne viennent pas alimenter notre charge de travail, et on ne sait pas trop pourquoi. Donc, indéniablement, l'équipe commence à être de petit à petit en sous-charge. Donc, c'est un vrai problème très grave, et il faut arrêter ça. Donc, moi, en tant que Scrum Master, je commence à accompagner de plus en plus le PO pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, en fouillant avec lui, on s'est mis d'accord sur un problème, c'est la difficulté à cerner un besoin. C'est-à-dire que les besoins sont matérialisés sous forme d'engagement contractuel avec des délais. Néanmoins, notre PO n'arrive pas à nous transmettre cette vision produit. Il n'arrive pas à transformer ce besoin utilisateur-client en vision produit et en incrément qu'on peut en fait demander aux développeurs de développer tout simplement. Il y a aussi une petite difficulté à l'arrivée de communication, de relations au sein de l'entreprise où, au final, un product owner, un product manager doit aussi convaincre et aligner les parties. Pour l'aider, premier réflexe, c'est de demander soit une assistance proxy product owner, soit un coaching product owner. Donc c'est le proxy product owner qui a été approuvé. Et au final, c'est quoi un proxy product owner, un product owner, PO, PPO? Est-ce que vous connaissez ces rôles? Il est plutôt comme assistant. Pardon? Il est plutôt comme assistant de product owner. Assistant. Alors décris-moi assistant. Il assiste dans des tâches que product owner ne peut pas faire parce qu'il n'a pas le temps. Est-ce que tu peux me dire un exemple de tâche? Et déjà, le côté maîtrise d'œuvre aussi. Il n'est pas forcément côté maîtrise d'ouvrage. Ouh. Hein. Ok. Le PO, logiquement, le PO, c'est maîtrise d'ouvrage. Et après, donc, il vient pour affiner le backlog, quoi. Pour aider le product owner. On a d'autres... Oui? Je dirais que le PPO, il va se trouver entre le PO et l'équipe de développement, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, justement, pour ce que tu disais à l'instant, prendre certaines tâches du product owner, comme par exemple la rédaction des user stories, qui vont être quand même, on va pas se mentir, un peu chronophages, et qui donc vont permettre de guider le temps au PO et, in fine, lui laisser le temps pour répondre justement à la problématique que tu exposais juste avant, permettre de prendre un peu plus de temps pour comprendre le besoin, mettre en place des ateliers, etc. Ouais. Bon, ça va, on a plutôt une bonne appréciation. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est pas de rentrer dans les détails et de parler de fiches de poste, mais on va essayer de ressaisir l'idée fondamentale. Donc, on a des utilisateurs qui ont un besoin. Par exemple, ici, il y a quelqu'un qui veut se loger, qui veut une maison. En fait, le besoin, c'est se loger.
Le product owner, lui, il va cibler en vraiment la vision produit, les fondamentaux, les problèmes à régler et, on va dire, la roadmap fonctionnelle. Et effectivement, le proxy product owner va aider le product owner à matérialiser ça sous forme d'user stories bien rédigées, sous petits incréments, les plus petits possibles, pour que l'équipe de développement puisse bien travailler dans de bonnes conditions. Autre chose, attention les rôles, attention les outils, attention les méthodes. 80% du succès dans un rôle, c'est surtout la posture. La posture, la culture, la façon de voir les choses. Très important, un product owner / proxy product owner qui doivent avoir la même posture. On doit vraiment chercher à résoudre un problème et non pas pousser des solutions. On doit apporter de la valeur à notre utilisateur. Donc ça, apporter de la valeur, Victorien, c'est démener pendant 30 minutes à vous expliquer pourquoi c'est important de livrer de la valeur et pas juste pondre des solutions. Évidemment, avec une culture produit agile, on fait une chaîne de valeur et tester vite, apprendre vite pour inspecter et se recadrer et être au plus proche de la réalité. Ça, c'est la théorie. Mais alors la pratique? Qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Déjà, commençons par les utilisateurs. C'est pas si facile que ça. Comme on dit, l'utilisateur, au final, la plupart du temps, ne sait pas vraiment ce qu'il veut et n'est pas vraiment conscient de ses propres problématiques. Donc lui, ce qui va arriver, il va arriver souvent avec déjà des solutions. Donc là, par exemple, on a un utilisateur, au lieu de nous parler d'hébergement, etc., il va plutôt nous dire « Bon, écoute, moi, j'aimerais bien le béton, et plutôt du béton ciré. » Bon, une solution, voilà. Pourquoi? Bon, bah, il faut creuser. Là, en plus, on est sur une phase de maturité, donc c'est des produits qui existent depuis un petit moment. Donc le Patrick, le nouveau product owner, il ne sait pas ce qui s'est passé il y a 3 ans sur le produit, mais l'utilisateur, il était là, donc il commence à parler de ce qui a été fait il y a 2 ans, faire une association d'images, faire une association d'idées. C'est un peu compliqué. En gros, il veut une solution. Notre Patrick, il a du mal à comprendre, et en fait, du coup, il a du mal à creuser le besoin, et ce qu'il fait, par conséquent, naturellement, il continue de pousser une solution. Blocage côté proxy product owner, on peut pas en fait commencer à créer des user stories efficaces qui ont du sens. On ne sait pas d'où on part, on ne sait pas où on va, on ne peut pas travailler comme ça. Donc il faut réanalyser la situation. Donc qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de réflexe. Pourquoi? On n'a pas de réflexe de creuser c'est quoi le problème à résoudre. On pose des solutions. On a aussi accessoirement un manque de documentation qui n'arrange pas les choses. On n'a toujours pas ce réflexe d'animer, d'aligner des parties, de poser des questions. Et on a les PO qui a une posture qui est certainement liée à une culture d'entreprise qu'il a précédemment vécue, où en fait il exige des utilisateurs d'avoir une solution. On revient plutôt vers une culture justement maîtrise d'ouvrage où en fait on attend de l'utilisateur à justifier et à graver dans le marbre ses attendus. Donc c'est vrai que dans un fonctionnement ou une posture vraiment product manager, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut accompagner l'utilisateur à comprendre et à comprendre le besoin qui se cache derrière des solutions. Comment on fait pour sortir de ce flou? Je l'ai déjà dit, moi en étant proxy product owner dans cette mission, la première chose que j'ai saisie comme moyen, c'est le discovery, pour avoir un fil conducteur pratico-pratique pour passer d'une idée à la story. Alors c'est quoi un discovery? Donc ce que moi j'appelle le discovery, c'est tout ce qui se trouve au milieu entre une idée, un besoin et les premières user stories. C'est-à-dire vraiment la première trajectoire, les premières user stories qui nous permettent d'itérer ensuite. Il y a plusieurs choses aussi qui caractérisent précisément un discovery, c'est un alignement d'un groupe de personnes. Le groupe de personnes, c'est la Scrum Team, mais c'est surtout aussi des parties prenantes à l'extérieur de la Scrum Team. Très important aussi, un temps court fini. Concrètement, on a une partie produit, on a une partie design et on a une partie architecture. Même si on va partir sur des itérations pour tester et retester,
il faut quand même qu'on parte sur des bases les plus structurantes possibles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir se mettre d'accord sur une techno ou une archi ou une vision design qui va être le plus structurant possible, ou du moins ne pas aller là où, comment dire, on va risquer de vraiment foirer complètement tout le produit derrière. Donc ce qu'on veut à la fin d'une phase de discovery, encore une fois, un minimum de user story, avec un minimum de choix structurant architecture, un minimum de choix structurant produit et un minimum de choix structurant design. Là, c'est vraiment la définition que j'aime beaucoup pour une discovery. Pour moi, c'est vraiment toute une histoire de dynamique d'atelier et le séquencement entre ces ateliers. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une logique entre chaque activité, chaque atelier. Ici, par exemple, donc on voit deux grandes parties. À gauche, tout ce qui est idéation pour une idée, et à droite, tout ce qui est, on va dire, atelier structurant pour matérialiser cette idée en quelque chose qui va ressembler à une user story. On a souvent l'user story mapping qui, souvent, fait très très bien le lien entre deux. Et là, en fait, on a plein de petits carrés. Ce sont des ateliers, ce sont surtout des exemples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un discovery, ce n'est pas une méthodologie où il faut suivre à la lettre, à la trace, comme une recette de cuisine, vraiment des ateliers bien spécifiques. C'est aussi à vous de réfléchir un petit peu quel atelier va être le plus pertinent. Alors comment est-ce qu'on met ça en place? D'une façon très très simple, on ne va pas rentrer dans beaucoup trop de détails. On va partir déjà sur le problème, l'idée. Donc souvent ce qui se passe dans une phase de maturité, dans une équipe de production de développement, c'est que le product owner ou le product manager en fait, fait ça au quotidien. Il digère quasiment toutes les semaines de nouvelles idées, des choses un peu floues. Il le fait avec les parties prenantes, avec l'équipe de développement. Donc on n'a pas toujours besoin de rentrer dans une phase assez structurante comme le discovery pour arriver à des user stories. Efficacement, je parle. Mais à un moment donné, on peut se rendre compte que ouais, là, il faut quand même mobiliser un peu plus les parties, il y a des questions un peu plus structurantes, il y a un besoin, en tout cas organisationnellement, de lancer un discovery en tant que tel. On fait donc un kick-off, très important pour rassembler les parties. On a la fameuse suite d'ateliers qui a été un petit peu représentée par la slide précédente, et on a une clôture. Encore une fois, la clôture, ce n'est pas terminer exhaustivement un cahier des charges. C'est juste avoir de quoi commencer les itérations. Et ensuite, évidemment, les itérations elles-mêmes. Ce qui fait énormément aussi le succès de tout ça, c'est toute la phase ingrate de préparation des ateliers, toute la phase de préparation logistique, pratico-pratique, pour que tout ça, ça se déroule de façon fluide, que tout le monde soit là, que tout le monde soit OK avec ce qui se passe. Alors, je vais aller droit au but. Concernant les résultats. Si aujourd'hui j'aime bien vous faire le retour d'expérience d'un discovery que j'ai vécu avec ce fameux Patoche, c'est qu'en 5 jours, en fait, on est passé de 0 user story à 21 user story. Et le besoin, il était déjà existant 2 mois avant ces 5 jours. C'est-à-dire qu'au début juillet, à peu près, on avait le besoin qui était officialisé dans l'entreprise. Tout le mois de juillet, il ne s'est rien passé. Tout le mois d'août, il ne s'est rien passé. Rien. Par contre, la dernière semaine d'août, cette fameuse dernière semaine d'août, on a tout débloqué, on a tout déclenché. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y avait rien? Et ensuite, on a eu tout. Encore une fois, ici, dans ce contexte, c'était assez simple. On avait tous les éléments qui rassemblaient les critères de succès d'un discovery. Bon, déjà, le produit lui-même, c'était une application Desktop, on va dire, de 4 pages, avec des technologies pas exotiques, mais on était bloqué sur décortiquer le besoin client, décortiquer l'historique. Et grâce au cadrage, grâce à la réunion des personnes et grâce aux ateliers, on a pu vraiment répondre aux bonnes questions, fournir les bonnes réponses et aligner tout le monde sur les bonnes solutions. Donc aligner les gens sur les problèmes et aligner les gens sur la solution. Et ici, il y a beaucoup d'informations. Parce que c'est en fait le vrai déroulement de ce fameux discovery. Ce déroulement-là, ce n'est pas un planning, hein, donc ça c'est construit de jour en jour et de semaine en semaine.
parce que justement, il faut évaluer après chaque atelier qu'est-ce qui est pertinent de faire après. Ce qu'il faut retenir, 3 choses. On a donc un axe design, un axe archi, un axe produit. Peut-être que chez vous, un jour, vous n'aurez pas besoin de l'axe archi. Peut-être que vous n'aurez même pas besoin de l'axe design. En tout cas, ici, on a puisé dans les 3. J'attire votre attention aussi sur un petit truc rigolo, puisque c'est du réel, c'est du concret, c'est pas du théorique. Les premiers design refinements, ils arrivent quasiment après qu'on ait fini de discuter du produit. Alors c'est un peu rigolo, on avait une vraie contrainte, c'est que tout simplement, on n'avait pas de designer pour nous aider. C'est comme ça, on a fait 100. Donc et pourtant, on a réussi à s'en sortir. Alors pourquoi? Encore une fois, parce qu'il y a la complexité du produit qui nous le permettait, mais aussi, au final, un bon côté, c'est que du coup, on a réussi à faire, on va dire, un design très disgracieux, mais comme on ne s'est pas concentré sur le design, on s'est concentré vraiment sur l'expérience utilisateur, sur l'event storming, sur l'user flow, et on s'est concentré dessus avec les devs, avec le PO, avec les stakeholders. Et du coup, on avait vraiment une bonne, un ownership du produit qui était de groupe. Et au final, grâce à cette vision qui était vraiment concentrée sur qu'est-ce qu'on fait comme expérience utilisateur par rapport aux besoins qu'on nous a fournis, ensuite seulement on a pu rallier les wagons avec notre designeuse qui nous a du coup restructuré, recalibré. Au final, on a pu passer sur de l'itératif avec elle. Et là, c'était extrêmement rapide parce qu'elle aussi, ça lui a permis de comprendre le contexte assez rapidement, grâce à notre travail avant. Et là, on voit en bas, 1, 2, 3, 4, on a fait 4 ateliers. Au bout de 4 ateliers, on était prêt pour faire un vrai backlog refinement. Du coup, là, quand tu dis les 21 stories, c'était dans le story mapping, donc c'était des stories macro que vous avez découpées par la suite? C'est ça, en fait, le vendredi, là, c'était user story mapping. Mais bon, du coup, moi, avec casquette PPO, j'ai commencé à le mettre, on va dire, dans GitLab. Et le lundi et le mardi d'après, on était prêt à attaquer le backlog refinement en raffinant le definition of done, les critères d'acceptance, le design, etc. Donc en fait, le lundi, on était prêt, on avait au moins 5 tickets prêts à rouler, en sachant que tout ce qu'il y avait avant, on l'a fait avec les devs. Donc c'est-à-dire que les devs, on n'a pas perdu de temps à leur expliquer c'est quoi, c'est où, c'est qui, pourquoi, comment. Eux-mêmes, ils participaient à ça, donc ils avaient vraiment déjà en main, dans leur responsabilité, cette vision, et du coup, ça déroule assez rapidement en itération. Ah ouais, du coup, ça veut dire que la dev team, elle était aussi intégrée dans le Discovery? Oui. Donc ce qui est préconisé, c'est vraiment, en tant que Scrum Master, je me bats sur ça très souvent, dans quasiment toutes les missions, ne séparez pas par silo vos métiers. Quand on veut un time to market rapide, efficace, on est une équipe cross-fonctionnelle du début jusqu'à la fin. Même si le PO va avoir le dernier mot et le PO va avoir la casquette de la stratégie produit, que Victorien, encore une fois, a très bien expliqué juste avant, l'ownership du produit il doit aussi vraiment être partagé par l'équipe et porté tout simplement. Et en fait, ça accélère tout. Ça accélère la compréhension, le build, la qualité du code. Ça débloque énormément de choses. Encore une fois, le design, bon, si j'avais pu, je l'aurais intégré, mais là on avait un problème contexte. Et sur la partie architecture, là, c'était quoi précisément? Wow, alors c'était du AWS Azure. AWS Azure, Cloud Azure. AWS Azure. C'était des solutions pratiquement toutes faites alors. Pratiquement toutes faites. Après, on a pratiquement toutes faites couplées à on va dire, de la politique un petit peu. Plus l'hébergement de données. On avait de l'hébergement de données et de l'encryption de données assez sensibles, notamment. Mais c'est bizarre de le définir en même temps. Ça n'aurait pas dû être défini en amont, quoi. Ça doit être défini en même temps, en parallèle. Alors, la réalité, c'est qu'en fait, notre architecte, là, on ne le voit pas ici, et notre architecte et notre dev, ils étaient au courant de ce kick-off avant notre kick-off. Donc, en fait, il y a eu un travail préparatoire, et l'architecte, lui aussi, il a participé aux ateliers produits.
C'est-à-dire qu'il était là aussi, côté tech, à cadrer des besoins éventuellement qu'il aurait fallu bien écarter bientôt, assez tôt. Et du coup, en fait, il y a eu un travail en parallèle là. Et en fait, le travail en parallèle, c'est que chacun s'assure qu'on peut démarrer le travail au plus vite. S'il y a des questions un peu structurantes, on les tacle tout de suite en atelier. Et seulement là, en fait, les 3 parties bleu ciel là au milieu, c'est vraiment, on va dire, la concrétisation, la validation un petit peu, on va dire, politico-finale. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce passage-là? Donc on n'a pas fini le... Oui, vas-y. Comment ça se passe si on a une équipe de développement qui est scindée en plusieurs entités externes au projet? Ah, bah ça c'est une bonne question, parce que là en ce moment, dans ma mission actuelle, on est 2 prestataires à travailler sur le même produit. Pour moi, il n'y a pas... c'est pas très compliqué en fait. Même si vous êtes d'un prestataire différent, vous devez former une seule équipe. Un produit, un backlog, une équipe. Si les différents prestataires, par exemple, chacun travaille avec son outil de ticketing, par exemple, je fais un exemple sur la mission actuelle sur laquelle je suis, chaque prestataire externe, en fait, a son propre outil de gestion de tickets, par exemple. Encore une fois, dans la mission actuelle, là, quand je suis arrivée, donc il y avait 2 prestats, 3 backlogs, des sprints en parallèle qui commencent. Un sprint, un backlog, une équipe. Soit on travaille comme ça et on fait l'effort de se concentrer sur ajouter de la valeur pour son client et les utilisateurs du client. Soit on ne travaille pas comme ça et on assume les conséquences des retards, j'ai envie de dire, des retards et de l'impact que ça crée. Donc j'imagine si tu en parles, c'est que tu sens bien que ça crée des soucis. Voilà. Donc effectivement, si jamais on a une équipe avec un historique, une équipe avec peut-être des silos métiers encore assez marqués, c'est d'autant plus intéressant d'avoir un cadrage organisationnel tel que celui-ci pour justement rassembler les gens et leur rappeler que vous êtes peut-être dans des équipes différentes, mais en fait votre objectif doit être le même. C'est pas normal qu'on n'ait pas les mêmes objectifs parce qu'à la fin, le client il nous paye pour sortir une solution. Donc il faut l'adresser ensemble. D'autres peut-être remarques avant qu'on continue? Je pense que c'est pas mal. Donc j'ai un peu parlé du contenu de la phase de discovery, on a déjà un petit peu échangé. On peut se donner encore 1 minute pour parler notamment, par exemple, d'un aspect que vous avez envie de regarder de plus près. Ouais, l'event storming. Ouais, l'event storming, pour moi, ça a aussi été ce qui a été le plus agréable à faire. Parce qu'on a un petit peu moins de, on va dire, l'event storming, on n'est pas encore dans une approche pure utilisateur. On est un petit peu dans les événements et c'est plus facile à comprendre par un peu tout le monde. Et c'est un peu plus facile du coup de relier les gens autour d'une série d'événements. Donc c'est plutôt pas mal. Encore une fois, les devs y sont, l'archi est lié, les stakeholders, des gens qui ont un historique. S'il faut faire venir un DevOps, vous faites venir un DevOps. S'il faut faire venir un utilisateur final, vous faites venir un utilisateur final, si vous pouvez. Peut-être autre chose? J'aimerais bien avoir une définition un peu, ou comprendre ce que c'est, la différence qui est faite entre l'event storming, user journey, user flow. Alors par contre, on va pas pouvoir tous les voir, sinon on va prendre une semaine. Ouais. Alors, je vais essayer d'être extrêmement synthétique, quitte à vulgariser peut-être trop, mais event storming, c'est, les gars, c'est quoi les événements en fait? Tu veux acheter des tomates sur un site internet? C'est quoi? Je me connecte, achat de tomates, panier, je veux acheter en offline. C'est quoi? Enfin, grosso modo, les événements qu'on va trouver dans notre produit. Grosso modo. Des post-it qui s'alignent. D'événements. Et storming comme brainstorming.
Donc on est en train de réfléchir ensemble, ah ouais, en fait on fait ça, ah non on fait pas ça, ah si on fait ça, si il va acheter ses tomates en cliquant là ou pas en cliquant là. Ça dépend aussi du détail, ça va être très variable. User journey, là on fait le même exercice, mais on se concentre sur moi Jean-Jacques, utilisateur de ce site, je fais ça, je fais ça, je fais ça. L'user flow, tu reprends l'user journey, mais tu intègres des petits schémas ou du design. Ou on va dire, quand je dis schéma, c'est-à-dire un schéma de ton appli, mais peut-être en brouillon, éventuellement. Ou en design super fini, super joli. Et c'est ça qui va en fait, du coup, affiner vers un user story mapping. Au final, on va quasiment déjà tout avoir pour créer des user stories, quoi. Ouais, il faut. En fait, chaque outil mérite à lui seul un talk, en fait, j'ai envie de dire. Et ils n'arrivent pas au même moment. Ah, ouais. Moi j'aime bien, en général c'était surtout l'archive, c'était pour, en fait ce qui est bien c'est que ça embarque, c'est assez simple, ça permet d'embarquer des clients et ouais. Ça permet de synthétiser et de discuter, de mettre tout le monde autour de la table. C'est ça, ouais. Ça dépend de quel stade Discovery ça arrive aussi. Une user journey, ça se rapproche aussi d'une expérience map. L'expérience map, c'est pareil, c'est à peu près pareil. Une autre façon d'appeler. Un mapping, c'est ça, le mapping, la cartographie de l'expérience, c'est-à-dire de final où est-ce que je suis en tant qu'utilisateur. Encore une fois, là, c'est vraiment un exemple de ce que j'ai vécu. Donc et c'est pour ça que j'aime bien le partager parce qu'il est assez simple. Si vous avez un autre contexte, un autre produit, un autre type, voilà, un autre contexte, il est possible qu'il y a d'autres outils que vous devriez utiliser. Mais de toute façon, ça sera le même mindset, disons. C'est que moi, je le vois vraiment comme un entonnoir d'idéation. Donc on est obligé de prendre un groupe avec des idées grossières et de les affiner, les affiner, les affiner, les affiner. Et bien, très bien. Alors ça, c'était les zooms sur les pratiques. Bon, là, pour aller plus loin, avant de terminer, juste, je trouve que c'est super important, dans ce contexte où on avait un product owner en détresse, de comprendre que le discovery, ce n'est pas la fin. C'est juste le début. Donc si vous voulez, dans un état opérationnel, continuer à suivre ça, en fait, ça va être un grooming permanent. Ça va être une discovery permanente, mais peut-être moins cadrée ou plus facile, ou au contraire, vous allez saisir un outil ou un autre sans forcément faire de kick-off. Tant mieux, c'est même ce qu'on veut aussi. Par contre, alors là, c'est ma casquette Scrum Master qui reprend. Quand je suis en mission et que je constate qu'il y a des soucis de fluidité, de création de produits, tout simplement, très souvent, on tombe sur ces éléments-là à maîtriser par la casquette PO. Et je conseille vivement au PO de s'assurer que toutes ces choses-là soient en fait un minimum maîtrisées, au moins dans le mindset. Et si vous êtes des facilitateurs, en fait, peut-être aussi aider vos copains PO, PM à le maîtriser également. Donc on a la rédaction, une bonne rédaction d'une user story, le bon slicing d'une user story. On est sur, par exemple, l'horizontal vertical, là je pense un petit peu à toi, où on a peut-être des équipes front, des équipes back. Ça joue énormément sur la façon dont on voit le travail et ça joue énormément sur l'impact des coûts. Les critères d'acceptance, definition of ready, la gestion itérative du backlog sous la casquette PO. Donc voilà, je vous invite à, chez vous, en devoir maison, peut-être à revoir un petit peu les pratiques et les bonnes pratiques sur ça. Et enfin, pour terminer, de la détresse à l'allégresse, toujours dans un contexte où le PO il galère. Si votre PO est galère, si vous êtes un PO en galère, ou un PM, donc déjà pour commencer, se faire aider. Soit vous déléguez, soit vous montez en compétences. Donc on l'a dit un petit peu tout à l'heure. Soit c'est vraiment un problème de charge et de distribution des projets, des produits, soit c'est un problème de compétences, soit c'est les deux.
Donc intervention, aussi product owner, sous réserve, etc., level up, coaching. Autre chose qu'on ne dit pas assez, vous êtes entouré d'une équipe, vous êtes entouré de collègues, demandez-leur, explicitez leurs attentes. Et ça vaut pour tous les métiers du monde. N'hésitez pas à expliciter les attentes des autres et à vous faire aider sur ça. Et ensuite, les points critiques, au final, c'est les mêmes que je viens d'énoncer précédemment. Et au final, ce qu'on appelle la discovery, on peut aussi l'appeler design sprint, on peut l'appeler phase de découverte, on l'appeler ce que vous voulez, tant que c'est une phase d'alignement des parties d'une façon dite agile, c'est-à-dire qu'on part ensuite sur des itérations dans un temps donné. Et le reste, faites attention à tous ces points pour que ça se passe bien. Eh bien, je vous remercie énormément pour votre écoute. Avant de passer à des questions-réponses, je fais une petite pub pour mes collègues. Donc, ce mois de mars est super dynamique chez Hippon. Donc, comme on l'a présenté tout à l'heure, on a demain et le 23 mars des talks en distanciel. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Le 30 mars à Paris, ici même, donc on a 3 talks. On a 3 conférences qui vont se faire autour de l'agilité, dont moi aussi, notamment, où je vais vous faire prendre du recul sur la notion de l'agilité. Initiation à la systématique, le Scrum Guide, se tire-t-il une balle d'ampli, etc. Donc je vous invite fortement à vous renseigner. On a des infos sur Internet, on a donc les articles et beaucoup d'infos sur LinkedIn notamment. C'est quoi la VSM, c'est quoi? C'est la Value Stream Mapping. C'est l'enchaînement c'est justement la chaîne de valeur ajoutée en français. Super efficace, c'est tiré justement de la culture Toyota, culture industrielle. C'est quoi du coup l'initiation à la systémique? Je suis pas capable de le dire. D'ailleurs, normalement on était censé avoir le speaker ici. Le systémique, on aime bien dire ça chez les coachs agiles. Systémique, en général, c'est un petit peu un synonyme de holistique. Donc, prendre un problème ou un système dans son ensemble. Ok. Est-ce que vous auriez des questions ou des commentaires? Oui. Et du coup, j'avoue que pour l'instant, même si je lis des choses, ça reste quand même assez abstrait de me dire quelle est la différence entre se dire, bon voilà, on se pose, on fait un discovery, après de toute manière dans le delivery, rien n'est gravé dans le marbre. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, quand on fera des ateliers, quand on aura des discussions, quand on fera des itérations, on se rendra compte qu'on était dans le faux, finalement, on ajuste. Quelle est justement cette... pour moi c'est un peu abstrait cette notion de discovery. Moi, ce que je peux dire, c'est que, encore une fois, 80% du succès est garanti par une mentalité, une culture, une posture, et pas par des outils, ni des méthodes, même si on en a extrêmement besoin. Et en fait, ce qui se passe, surtout pour des consultants, c'est qu'on doit en permanence le rappeler. Et je pense qu'au final, au fur et à mesure du temps, notre langage évolue. Et effectivement, comme tu dis, normalement, on n'est même pas censé de parler de discovery continue. L'agilité en elle-même, c'est du discovery continu. Maintenant, encore une fois, on a de la réalité terrain, avec des clients, des contextes, des cultures d'entreprise, qui fait qu'on a besoin peut-être d'injecter certains mots pour aider à la compréhension. Après, maintenant, peut-être qu'il y a des articles que tu as lus qui ajoutent une valeur ajoutée personnelle par rapport à une expérience pertinente. Hein. Il n'y a pas de souci sur ça. Donc, justement, je suis plutôt en phase avec le fait de se dire le delivery, ça reste quand même... Ouais. On n'arrête jamais d'itérer et de se poser exact. des questions, de challenger. C'est une adaptation permanente. Et en fait, moi je l'ai même constaté, même dans une équipe dite, on va dire, performante, dite super centrée sur les bonnes valeurs,
il y a l'humain qui rentre en jeu et la routine par exemple. L'humain et la routine, peut-être un peu de turnover, tout ça, et en fait, au bout de 6 mois, peut-être que tu as carrément changé de culture dans ton équipe et qu'il faut du coup réinjecter cet effort de se rappeler comment on fait en fait, finalement. Autre chose ? Du coup, le discovery s'inscrit dans la méthodologie design thinking, finalement. C'est complètement... Voilà. Culture produit, culture agile, design thinking. Pour moi, ça fait partie du même monde et ça a la même racine. Même le craftsmanship. Le craftsmanship, c'est des valeurs, c'est d'abord des valeurs qui sont sœurs jumelles des valeurs, des 4 valeurs agiles. Eh bien, merci à vous. Je pense qu'on va mériter notre pizza. Ouais.